Aujourd'hui, c'est avec des images du parc de la Mauricie que je vous présente un biker pas comme les autres. Embarquez! Gaétan, on a fait un estime de belle route dans le parc de la Mauricie. Puis c'est quoi ça, cette veste-là, les vétérans? La veste de vétéran, c'est un regroupement social. Puis c'est un peu, c'est pas pour remplacer la Légion, quelque chose comme ça, mais c'était plus pour que les gars se jasent, que les gars sortent de le confinement. Puis les gars voulaient qu'une fois sortis des Forces armées canadiennes, qu'ils continuent à se jaser, puis de prendre une bière, puis d'aller se rencontrer à quelque part. Il y a des chapitres un peu partout. Puis une fois qu'on sort des forces, ou même on peut être encore dans l'armée si on veut, puis être membre, mais c'est pas un club de bikers, c'est juste un club social, puis que les gars se jasent pour prendre un verre, puis de sortir surtout pour les gars PTSD, qui est du syndrome post-traumatique. Après une mission en Afghanistan, en Bosnie ou peu importe, les gars voulaient raconter les histoires, mais souvent raconter ton histoire à un civil, c'est pas évident. Fait que là, les gars voulaient quelque chose pour se parler entre eux autres, puis de pas garder ça en dedans. Fait que là, les gars, ils ont dit, mais on va se créer un petit groupe, puis pour jaser. Puis ça a fini que le groupe a grossi. Puis là, à un moment donné, il y a des chapitres un peu partout dans la province de Québec. Puis il y en a au Canada au complet. Il y en a même, je pense qu'il y a des chapitres même en France, en Europe. C'est la même affaire avec vos conjoints, même s'ils n'ont pas fait l'armée. Oui. Ils ont vécu un peu... Eux autres, ils ont vécu comme en background, en fin de compte. Je veux pas quand les gars partent en mission, mais eux autres tombent tout seuls, puis eux autres s'occupent de tout ce qui est en arrière. Fait que les femmes, ils ont le veste pareil. Ils ont les vestes vétérans UN, NATO, LAD. Puis ils viennent souper avec nous autres, puis les femmes se jasent entre eux autres, le kit. Puis même les femmes, ils savent, entre toutes les femmes de chaque gars, ils savent tout le monde ce qu'ils ont vécu un peu, puis tout le monde a vécu la même affaire, que tu sais, un militaire ou femme de militaire, c'est comme ça. Parce que c'est ça, eux autres, ce qu'ils vivent, même s'ils ne sont pas, mettons, dans les tranchées avec vous autres, eux autres, ils savent jamais si vous allez revenir quand vous partez. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une crainte là, quand on part dans l'émission comme l'Afghanistan. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas, toute l'équipe. Fait que les femmes, ils restent un peu craintives, mais ça fait partie du métier. Nous autres sont habitués à ça. Quand des fois, ça fait... Il y en a qui en ont 1, 2, 3, puis 5, 6 rotations dans le corps. Fait que à un moment donné, les femmes s'habituent, mais quand ils se rendent compte, mais au moins, ils ont tous vécu la même affaire, ou presque. Là. Puis toi, c'était quoi que tu faisais dans l'armée? C'était quoi ta fonction? Parce qu'il y a des différents métiers, j'imagine. Moi, dans mon métier, j'étais ingénieur de combat. Dans mon métier, on faisait plusieurs choses. On pouvait construire des ponts, construire des routes. On s'occupait surtout de tout ce qui est explosif, déminage. On avait, nous autres, dans notre métier, on a les plongeurs de combat, on a les gars d'équipement lourd. Fait que c'est un métier qui est vraiment complet. Là. Dans mon métier, le gros de notre job, ce qu'on fait le plus habituellement en rotation dans des missions, c'est soit du déminage puis de la construction de ces choses-là. C'est pas redondant comme métier, là. Tu pars le matin, encore une journée, je vais aller enlever des mines. Ouais, ben on fait pas ça tout le temps. C'est sûr que quand on est en garnison, quand on est ici, mettons à Québec, moi j'étais basé avec Cartier, fait que quand on était avec Cartier, oui, on fait des exercices, oui, à un moment donné, des fois, comme dans n'importe quel métier, que tu sais dans l'armée ou que tu sais dans le civil, il y a des fois que c'est redondant, mais ça fait partie du métier. On s'entraîne, puis il faut tout le temps s'entraîner pour devenir meilleur. Puis quand on part en mission, mais là, on repart, on fait des gros entraînements avant de partir en mission pour encore répéter, puis répéter souvent pour être certain qu'on est opérationnel. Puis quand on est opérationnel, bien là, on part en mission, puis on sait ce qu'on fait, puis qu'il y ait le moins possible d'accidents. Mais oui, il arrive des accidents de temps en temps. Vous faites ça comment? Comme dans les films, dans le désert, couché à terre avec un couteau, vous essayez de trouver où ce qu'il y a une mine? Oui, ça arrive. Ça fait partie du métier de déminage.
Ça peut être, si c'est une route, mais souvent, ça va être des véhicules qui vont déminer à notre place. C'est des grosses machines qui vont déminer. Puis, il y a des gars avec des bombes sautes, des gars avec habillés comme un genre de gros scaphandrier, là, pour aller déminer à mitaine, avec, comme vous dites, là, avec le powder, puis à terre, crawler, puis aller essayer de trouver la mine. Mais ça fait partie du métier, mais souvent aussi on a des mines détecteurs, on trouve la mine, on va la désamorcer, puis ça fait partie du métier. Ouais. Oui, ben là, il t'est arrivé quelque chose, là, justement, un avarie avec ça. Oui, en 2010, en décembre 2010, en Afghanistan. C'était ma deuxième rotation dans le coin de Kandahar, dans le secteur de Panjwai. On était sur une opération, il y a eu un accident. Puis on était sur une mission d'évacuation. Puis dans la mission d'évacuation, j'ai pilé sur un engin, on appelle ça un IED, Improvised Explosive Device. C'est un engin explosif improvisé que les talibans mettent pour nous piéger ou nous ralentir ou peu importe. Puis moi, j'ai mis le pied dessus. Fait que sur la mission. Vous n'étiez pas en train de déminer, là? Oui, on était en train de déminer. On avait passé un point où ça avait déjà été déminé. Puis personne n'avait rien trouvé. Fait que là, on continuait. Puis quand la mission était finie, là, puis on était en repli. Puis sur le repli, moi j'ai malheureusement mis le pied où pourquoi que ça l'a explosé, puis on ne l'a pas détecté, ça, c'est une question que je me pose depuis des années, mais j'ai pas de réponse à ça, puis c'est une bad luck. J'ai mis le pied dessus, puis j'ai été évacué aussitôt que ça n'a pas été trop long. Les hélicoptères sont arrivés, puis je suis parti en hélicoptère, puis depuis ce temps-là, j'ai subi plusieurs opérations à Kandahar, à l'hôpital de Kandahar. C'est un gros hôpital où je te dirais que c'est les meilleurs médecins au monde là, qui sont là-bas. Plusieurs médecins là, américains, britanniques, canadiens, français. Fait que quand on arrive là, les gars savent, ils sont habitués de voir ce qui m'est arrivé. Fait que j'ai subi l'amputation là-bas à Kandahar, une première amputation à Kandahar, puis après ça, quand j'ai été rapatrié au Canada, j'ai subi d'autres opérations, d'autres amputations, puis après ça, la réadaptation, puis tout le ça a pris un certain nombre d'années. Ça m'est arrivé en 2010, j'ai sorti des Forces armées en 2015, fait que j'ai été quasiment 5 ans en réadaptation, puis réapprentissage, puis c'était quand même assez long. Là, aujourd'hui, ta vie, c'est de la réadaptation tout le temps. Il faut que tu composes avec ça. Oui, je compose avec ça. La réadaptation est pas mal finie. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il m'arrive des bad luck puis t'apprends, mais je te dirais que quand ils nous lâchent, là, quand l'armée te libère puis qu'ils nous lâchent, habituellement, t'es pas mal revenu top shape. Là. Le plus qu'ils pouvaient. Là, c'est là. Fait que, moi, quand je suis sorti en 2015, j'étais top shape. Avec une jambe en moins, oui, là, mais j'étais top shape. Puis j'étais capable de fonctionner presque normalement dans la vie quotidienne que je fonctionnais avant. Là. Fait que là, tu fais de la moto. Ouais. Vu avec la jambe, tu peux pas faire de la moto 2 roues. C'est quand je suis revenu dans ma région, avec les vétérans UNATO, je voyais qu'il y avait beaucoup, avec le regroupement, il y a beaucoup de monde qui avait des motos. Fait que là, ça donne le goût. Moi, j'avais jamais eu une moto de ma vie. Bombardier vendait des Spyder, puis là, Spyder, ils ont une transmission, ce que j'étais capable de shifter au pouce. Fait que c'était plus facile pour moi, pour mon ballon, parce qu'avec une jambe en moins qu'une jambe prothétique, c'est pas évident quand on arrête aux lumières ou repartir dans un arrêt-stop ou puis même shifter, c'était impossible pour moi. Moi, je suis amputé de la jambe gauche, fait que j'étais du côté de l'embrayage. Fait que je pouvais pas embrayer normalement, mais avec un Spyder, je pouvais vu que c'est au pouce. Fait que j'y étais avec ça. J'ai eu du fun pendant 4 ans. Sauf qu'à un moment donné, je voulais changer de moto, puis j'ai tout le temps voulu avoir un Harley. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait des petites recherches. J'ai fini par trouver un appareil qui était capable d'embrayer à ma place.
pour mettre sur la Harley 3 roues. Parce que j'ai quand même gardé le 3 roues parce que je suis pas capable pour le ballon, ça serait plus difficile pour moi encore. Fait que j'y étais avec le 3 roues Harley. Puis ils m'ont adapté ma moto pour que je sois capable d'embrayer. Fait que là, cette heure, je suis en Harley en 3 roues. Puis depuis, c'est tout nouveau. Depuis ce printemps, j'ai commencé à faire ça. Puis là, moi, je trouve que tu es un très bon leader parce que j'en ai vu des leaders. Puis j'ai même écrit un livre que je vais publier bientôt. Puis je parle justement de la fonction du leader. Je trouve que tu es un bon leader. Puis aussi, les routes, tu as l'air à bien connaître tes routes. Je sais pas, tu as une mémoire. C'est-tu quoi que tu avais appris dans ton métier dans l'armée ou c'est quoi qui est dans toi? Ça a été, à un moment donné, ma première rotation en Afghanistan, je pense que, puis même au début de ma carrière en Bosnie, mes premiers tours en Bosnie, j'ai été souvent comme chauffeur, là, quand tu es soldat, caporal, fait que tu as des fonctions, soit que tu es le gars qui s'occupe de la radio ou le gars qui va être chauffeur. Fait que puis dans l'armée, au début, les GPS n'existaient pas. C'était tout à mitaine, les maps, puis les boussoles, puis ces affaires-là. Fait que quand tu arrivais soit en mission en Bosnie ou en Afghanistan, là, en Afghanistan, on avait le GPS, par exemple, mais c'est quand même, faut t'apprendre tes routes. Là. Fait que puis là, quand on arrivait, ben ton boss, c'était pas le temps de commencer à te promener dans la ville de Kandahar pour le fun de te promener dans la ville de Kandahar. Là. Fait que quand il voulait s'en aller du point A au point B, tu t'amanchais de passer du point A au point B. Fait que, je sais pas, j'apprenais mes maps, puis j'essayais de les apprendre par cœur, puis de savoir vraiment, puis tu veux pas te perdre dans des coins de même, c'est pas le temps de te perdre dans la ville de Kandahar. Fait que fait qu'au direct, à un moment donné, à la longue, ben, je sais pas, les routes, je les apprends facilement. J'embarque sur une route, puis j'essaie je regarde ma map un peu sur Google, puis on part, puis je me trompe une fois de temps en temps, mais ça va quand même assez bien. Ouais. Ben, moi, j'aime bien ça rouler avec toi. J'aime ça être en arrière dans ce temps-là. Ça part graduel, ça l'arrête graduel, c'est sécuritaire, t'as une bonne conduite. Mais j'ai appris justement avec la gang de vétérans UN-NATO, j'ai un de mes chums, GP, que lui, c'était vraiment, c'était by the book, puis c'était bien correct comme ça. Lui, c'était vraiment tous les signaux, puis il suivait les limites, puis c'était des méchants belles rides. Là. On se promenait avec des 10, 15, 20 bicycles. Puis c'était trippant, là. C'est vraiment... puis lui, il était le leader en avant. Puis il faisait son briefing avant de partir. Où est-ce qu'on allait, quelle route qu'on allait prendre. C'est quoi qu'il faisait comme signaux s'il y avait du nouveau monde qui embarquait avec nous autres dans les rames. Fait que... il a tout le temps fait ça comme ça. On a tout le temps raidé de même. Puis après ça, ben tu prends une habitude. Puis c'est vrai que quand tu es sécuritaire, ben, à un moment donné, c'est plus fun que juste faire de la vitesse puis de rien voir autour de toi puis d'être dangereux aussi. Ça te donne la chance d'en faire plus longtemps. Oui, éventuellement, oui, c'est sûr. Avec tous nos membres pour nous autres. Ouais, ouais, c'est sûr. Fait que là, tu fais de la moto de différentes façons. Tu fais des raids à partir de chez vous, mais tu fais des raids aussi avec une roulotte. Oui, j'ai acheté ça l'année passée. Ça fait 2 étés que j'ai ça. On voulait combiner, on voulait faire du camping, mais on voulait faire de la moto. Et souvent, quand tu as deux bébelles dans la maison, c'est soit que tu en fasses une ou que tu fasses sauver. Il y en a tout le temps une qui reste à la maison, fait que tu dépenses d'argent pour rien. Fait que là, on avait un ami qui avait cargo, qu'on est capable de rentrer une moto à l'intérieur. J'ai trouvé ça méchante bonne idée. Sauf que je ne savais pas si dans le temps, avec mon Sparta, ça rentrerait, puis c'est plus large. Fait qu'on a fait des tests, puis j'ai fini par voir que ça fonctionnait. Fait que j'ai voulu essayer ça, j'ai acheté une roulotte cargo, je rentrais ma moto là-dedans, puis là on partait. Je trouvais ça plaisant parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de partir de la maison, puis faire des raids autour de la maison. Ça nous donnait l'option de s'en aller vraiment loin de la maison, partir en vacances. S'établir à quelque part, puis à partir de ce point-là, commencer à visiter les environs. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis ça combinait moto puis camping en même temps, que c'était deux sports que j'aimais bien gros. Fait que t'es fait en même temps en plus. C'est ça qui est le fun, c'est que t'en laisses pas une à la maison pendant que tu fais l'autre. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment plaisant. Fait que là, depuis ce temps-là, on part avec ma cousine puis
toi. T'as commencé ça aussi, ouais. Avec nous autres. Fait que, non, c'est vraiment trippant. Là. Moi, j'adore ça. Ça nous donne la chance d'avoir plein de coins différents dans le Québec. Le Québec, c'est grand. Fait que on se promène, puis on tripe au bout là, avec les motos, puis faisant du camping aussi. En fin de semaine, c'est le parc de la Mauricie. Aujourd'hui, sous la pluie, vous avez sûrement entendu. La pluie qui nous tombe sur la tête, mais le parc, cette année, il est réouvert. Là. Ah, il est rouvert depuis... ça faisait 5 ans qu'il était fermé par petit bout. Puis là, cette année, là, ils ont rouvert à 100%, puis l'asphalte est neuve. C'est la belle asphalte noire, il n'y a plus de crack. On sait qu'au Québec, on a de la misère avec nos routes, mais ici, dans le parc, c'est merveilleux. C'est refait à neuf, d'un bout à l'autre, puis on a bien du fun. Même sous la pluie. Oui. Hey, merci Gaétan, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion encore d'en refaire. Bien, il n'y a pas de problème, Pascal, c'est sûr qu'on va l'en refaire. Puis je voudrais te remercier d'avoir risqué ta vie, puis avoir donné de ta vie, de ton temps pour nous défendre, pour défendre ton pays. Puis j'espère que les Québécois qui entendent ça vont avoir un petit peu ce petit pincement-là, cette petite fleur-là sur le cœur, de voir un vétéran, un ancien combattant, de le remercier ou bien de faire savoir que j'aurais pas pris ta place. Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Oh, je ne mettrai pas ça. Alors, on avait ça, c'est vrai.